Tous les dimanches, 1h, 2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmit.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h, 2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous. Mesdames, Messieurs, bien le bonsoir et merci d'écouter RFM 104.9 rfmit.com. À l'heure de l'émission Enjeux, nous allons débattre des grands thèmes d'actualité. Nos invités, le président de l'Association des industries d'Haïti, M. Georges Sassine, le responsable de l'initiative de la société civile, le professeur Ronnie Desroches, et la vice-bâtonnière du barreau de Paris, maître Dominique Attias. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Depuis ça ouvre ses outils. Puis bon choix matériel pour électricité, finition et plomberie. Puis bon service, puis bon accueil pour tout le monde qui a construit. Architecte, ingénieur, compte mettre boss, designer au soir mettre caille. Éco de pour bien tout ça besoin pour construire bien j'ai caillou normal. Petits outils, gros outils. Bons outils, bon ma qualité supérieure, bon prix, si rangé, beau construction, belle finition, Eco-Dépôt pour job la bien faite, pour cahier fait. Eco-Dépôt, c'est joindre la technique à l'agréable. Alors, comme annoncé, nous avons avec nous le président de l'Association des industries d'Haïti, comme l'un des invités à notre émission Enjeux. Monsieur Sassine, bonsoir et bienvenue à cette émission. Bonsoir, Rothschild. Alors, Georges Sassine, n'a pas quand même une situation tout à fait particulière. Nous connaissons que Gampil et Foucault a fait au niveau de l'ADI, justement sur la question de la sous-traitance en Haïti. Et il y a une nouvelle crise qui est éclatée côté vendredi. Et bien voilà, ouvriers prennent la rue pour demander 800 gouttes, quitter Factorio. Alors, comment nous-mêmes, au niveau de la direction de l'ADI, nous accueillir une telle nouvelle, nous une telle situation? Moi, mes termes accueillis à Rothschild. Non, nous subis et bah ça même et bon, qu'on est la montée très déconcerté parce que tout effort qu'a fait là, moi ouais que tout bah ça sont remis sur la table et sort Washington là et et la semaine d'avant m'était Taïwan et moi ouais que tout bah ça yo qu'on y a peut-être pour l'hypothéquer. Ce qui se passe, m'a regardé le mouvement ça qui fait vendredi et c'est d'ailleurs c'est pas pour une grève, mais c'est un mouvement politique que lié. Et style de mouvement politique que nous fait déjà depuis 1986 dans le mouvement ça nous voyons à quel point le pays a et devient plus bon. Bon, m'a pas être sarcastique mais nous vient plus mal, beaucoup plus mal. Donc on a continué même des politiciens qui ont utilisé et des gens qui payent par des pays étrangers pour fermer usine nous parce que eux même yo veulent usine ça yo et puis gens qui étaient manipulés et puis yo content m'a regarder ouvrier vendredi il a pris pour il a courir sortir dans factory quand des petits monde bon effectivement ce sont des enfants yo pas comprendre mais gens qui a manipulé c'est eux même que me considérer comme des apatrides. Alors moun yo réclame 800 gouttes, est-ce que c'est possible, est-ce que nous capable ba moun yo 800 gouttes jeudi au niveau des factories Georges Sassine? Pas aucun problème pour nous payer 800 gouttes si demain matin en même temps et l'état ban moins et service que m'a demandé tout de suite si que moi suspend à subventionner EDH à 200 millions de dollars là si que on ban Prado cap PDH suspend acheter le ça pas un problème pour me payer 800 gouttes si que transport là gon système de transport en commun qui mettait en place parce que nous pas capable de dire moins que un pays c'est son motocyclette que la fait transport en commun donc soyons sérieux c'est pas on affaire de 800 gouttes parce que mes amis moi même moi commencer dans factory c'est 6 gouttes et demi par jour nous te payer. Tout le monde est mangé, tout le monde est prêt à table, etc. Donc, encore une fois, ce n'est pas quantité comme là, c'est valeur comme là. C'est à combien de nous y a? Nous connaissons que il y a un employé qui fait plus scope, qui fait moins scope. Minimum, il y a 330 gouttes. Mais minimum, veut dire qui ça? Veut dire de pour entrer dans la factory ou commencer le travail, ou gain garantie qu'on va toucher minimum ça. Mais
comme factory c'est sous production yo travail donc moun ou bali des incitations pour que il fait plus production donc pour faire plus l'argent mais par exemple si prend ces moun qui viennent balayer la cour dans usine il pas ni même pas dans production mais moun ça pas aucune qualification de toute façon au moins ils joindre un job mais ouvrier qualifié yo même yo pas dans salaire minimum yo même salaire minimum c'est comme si son salaire de base que lié donc yo fait plus que ça beaucoup plus. Alors on dit que vous pensez que moun ça manipulé c'est pas des actions volontaires que vous faites sortir dans la rue pour demander augmentation de salaire là Georges Sassine. Bon, Rothschild, écoutez, c'est pas hier. Non, que bah, ça, nous, habitués. Je me souviens que Jean ça a commencé. Je rappelé tout le monde que nous avons fait toute boule baseball qui existait sous la terre. C'est nous qui avons fait. Et bah, ça a fermé. Tout baseball qui depuis plus de 20 ans était en Haïti, il vient fermer. En moins de 2 semaines, tout allé. Et ouvriers, par chita. Et jusqu'à présent, et moi-même, ça, sont notre bagaille, soit-disant des syndicats. Pour que vous montez une association comme quoi association des industries, il faut que moun k'ap monter yo vini, il faut que y a le avocat, il faut que yo présente un paquet de documents by l'État. Tandis que pour monter et puis moi-même faut me dire capable dire combien d'argent que me fait et combien moi gagner qui assuré etc. Pour monter un syndicat Monica là avec le ministère des Affaires sociales, nous ba carte d'identité nous le syndicat du Brésil ou ben nous ballons non comme ça et puis nous un syndicat et puis demain matin grève et puis l'État a accepté ça. Donc soyons sérieux. Les syndicats supposés gagner membres, d'accord, moi même c'est un monde qui pour syndicat, mais moi je supposé payer des ce qu'on appelle les dus et ensuite je supposé faire élection mais même ouais des cotisations je supposé faire élection mais moi remarqué c'est toujours même moun qui chef ou représentant ou coordonnateur et puis toujours un paquet de syndicats qui a fait et bien même moun qui a changé nom toute la journée et puis ou pas jamais de élection moi même l'homme fait élection a dit m'obligé publier dans le journal que me fait élection que c'est un tel qui passé président vice-président trésorier ou j'aimerais ça pour syndicat donc en d'autres mots nous n'a joué son terrain nous pas jouer même jouer là OK et l'état lui-même il a abandonné et obligation ni l'état sous garder bien nous pas l'état qui a géré depuis quelque temps l'état ne gère plus le pays l'état règne c'est-à-dire le gouvernement l'administration le secteur public règne sur le pays il pas gérer rien c'est chita et puis monter descendre des machines ou pas capable représenter moi et puis pas capable boire en de machine ou vite tout faire noir et ensuite on passer sirène sur moi et puis voilà et puis nous tous nous chita là nous même comme peuple n'a regarder peut-être que mouvement ça qu'a fait là pas connaît peut-être c'est éclatement ça tout que peuple a besoin tout pas connaît. Est-ce que augmentation salaire là c'est la solution définitive à problème que ouvrier a confronté Georges Sassine? Pas du tout. Si vous regardez bien dans usine et sous-traitance nous obligés et obéir à un paquet de normes internationales en matière de santé, en matière d'environnement, en matière de traitement d'ouvriers, etc. Si vous regardez bien, ouvrier lui-même, c'est le problème c'est pour le venir dans l'usine avec pour le sortir, c'est dehors que le problème est. Ou par contre qui j'en vini si ça à pied si sur motocyclette si c'est tout fenêtre nous tap ou par contre qui j'en la vivre ou connaît que la vivre très mal dans des conditions infrahumaines ou connaît que le manger mal pour que le paye très cher ou connaît que petite li allant de l'école que la paye un paquet l'argent pour l'école là que petit monde enseignement que le jeune n'est pas à la hauteur et en plus en dernier lieu en matière de santé s'il malade son paquet de complications. Donc en d'autres mots nous mettons sous deux usines toute responsabilité du pays. Donc c'est moi qui suis président de la République. Et ça, je ne vais jamais faire comme ça, ça ne va pas intéresser du tout. Alors qu'est-ce qui peut être fait justement pour être capable d'adresser les questions salaires, questions sociales qui entourent les questions salaires, etc. pour ouvriers, aux questions, on parle des transports, etc., médicaments, écoles, qu'est-ce que c'est capable de faire selon même? Eh bien, l'État c'est qui? C'est nous, le Parlement, le gouvernement, qu'on y a avec pression de groupes, de secteurs, de société civile là, pour commencer à adresser ces problèmes ça pas dire nous capable de résoudre ensemble, mais une après l'autre, faut au moins commencer à résoudre, mais au lieu de commencer à résoudre depuis 40 ans, c'est au contraire, c'est ignorer. Pourtant, tout le monde, moi, des grands dignitaires à voyager, monter, descendre et dans toute qualité pays, n'a pas acheté des voitures de luxe. En d'autres mots, on ignore le peuple. Et le peuple, le peuple, c'est nous tous qui le peuple là. Et puis nous ignorer, nous oublier que nous-mêmes, c'est là nous sortis. L'oyo élu nous oublier.
Après ça, qui ça nous fait? Par contre, si nous faisons un petit cob, nous allons nous quitter le pays. Et puis, arriver dans un pays blanc ou pas rien. C'est en Haïti la caille ou au monde. Il n'y a pas que jamais apprendre ça toujours. Alors, comment ça se passe à l'étranger, par exemple en République Dominicaine, qui était passé par là, quel autre pays qui était passé par là, question de factory? Comment tu arrivé à faire ça pour aider les gens sur le plan social? Au début, nous te payé 5 gouttes, ensuite 6 gouttes et demi, ensuite 15 gouttes, etc. La République Dominicaine, grâce à Joaquin Balaguer, ils ont investi massivement dans l'éducation. Soit la République Dominicaine, ou après que l'école, ils construisent pas qu'une école dans le pays, mais des vraies écoles, que les professeurs bien touchés d'abord, et c'est des vrais professeurs, et après que tout le monde dominicain, que le Puerto Plata, que le Santo Domingo, que le Baharon, ils ont tous le même uniforme. Dans toute l'école, ils ont le même format. On sort de U, côté où il y a 6 classes. Et pour un petit drapeau dans mi-temps, on l'a coup pour jouer. Tout le même uniforme. Donc ça veut dire que prix uniforme par élève là, beaucoup plus bas, et ils ont investi en pile. Donc après quelques années, où vient un paquet de monde qui est mieux éduqué, qui pas besoin, qui est capable de faire l'autre travail. Et c'est comme ça que Dominique vient décider sous Leonel Fernandez, il n'a pas fait factory encore coutu. Il pas le faire touriste, il a fait agriculture, c'est exactement ça qu'il fait. Nous-mêmes, et m'a rappelé où New York, c'est comme ça dans les années 20. Factory, ça a été les sweatshops, mon amour dans factory, bagaille. Et puis, l'homme qui vient éduquer, il n'a pas travaillé dans factory, il descend dans le sud des États-Unis, ensuite factory au Japon, ensuite il est allé en Corée du Sud, il est allé à Taïwan, qu'on est au Vietnam et au Cambodge, et il est venu ici tout. C'est nous-mêmes qui avons fait Tintin que nous recommençons à faire là et encore. Et puis nous venons perdre tout que nous faisons. Nous avons recommencé à zéro encore. Et nous pas de avantage, même avec la République Dominicaine. Parce que dans les années 60-70, c'est nous-mêmes qui étions numéro 1 dans toute Caraïbe là. Honduras passait devant nous, la République Dominicaine passait devant nous, Guatemala passait devant nous, Kounia Nicaragua passait devant nous. Donc, c'est nous-mêmes qui avons fait un qui pas bon. Alors, qui danger que ça a représenté pour nous-mêmes au niveau du secteur? Parce que nous connaissons aujourd'hui, on a travaillé en pile, on sorti Taïwan récemment, on passe à Washington, il y a pile de déclarations on fait sur la question des emplois au niveau du secteur de la sous-traitance. Qui danger ça a représenté, mouvement ça qu'a fait aujourd'hui, M. Sassine? Bon, danger ça a représenté, nous vivons déjà, c'est que Factory, 43 000 personnes qui travaillent là, ils vont perdre du job très, très, très vite parce que Factoria, c'est peut-être ça. Et nous, l'industrie légère, divine facilement, mais là, elle est facilement tout. Donc, qui ça peut le faire? Et étranger, la bonne lever machine, il est là avec eux. Il parle dans d'autres pays qui ont offert des environnements plus sereins et puis capable de travailler. Parce qu'en même temps, nous projetons sur l'avenir de plusieurs centaines de milliers d'emplois dans le secteur ça. Donc, et par rapport au mouvement ça qu'a fait, on pense que ça va stopper l'intérêt nous-mêmes qui déjà fait des investissements et dans le secteur. Mais c'est clair, je dis, ça nous qui sont passés là, et je suppose qu'il pourra continuer en augmenter, parce que même temps qu'on y a un politicien qui commence à rentrer dans la danse, c'est que tout effort qu'a fait là, tout investissement qu'a fait, il n'a pas perdu. Nous, t'es perdu déjà. Le te met en bago, c'est là ça nous perdu tout emploi, mais ça pas te faire personne rien. Mais qui conséquence nous t'es un paquet de boat people, monde qui parti. Mais je dis avec monsieur Trump, je pas quoi que n'a capable et prendre bateau encore pour une partie, donc qui ça peut arriver, je pas connais. Il y a plusieurs quand même organisations qui ont fait déclaration, mais pour améliorer les conditions mondiales, augmenter le salaire. Qui ça nous-mêmes nous passer le améliorer les conditions dans quel sens? Parce que comme on s'est dit, nous sommes obligés d'obéir à des normes internationales. Soit visiter les unions ou après, il y a toute qualité de système qui met en place pour que les gens aient accident, santé, tout ça. Et qui ça peut faire encore une fois, c'est l'État qui peut bailler service que le supposé bailler. Regardons l'autre bail qui était fait. Ils te mettaient le seuil pour payer impôt sur le revenu individuel à partir de 60 000 gouttes pour le payer 13% et impôt. Pendant cette époque, le salaire minimum était 150 gouttes. Quand il y a un salaire minimum plus que doublé de 150 gouttes. Donc, et puis voilà, donc mon salaire vient toucher plus que 60 000 gouttes, mais qui toujours pas voir plus non, mais et puis l'État a forcé nous pour prendre impôt sur le revenu sur mon autre problème. Donc mon a perdu 13% de salaire, un salaire qui est déjà bas, son good qui déjà perdu valeur li, qu'on va prendre 13% plus sous lui. C'est nous-mêmes, patrons et ouvriers, qui cotisent dans ONA.
Pourtant, c'est pas nous-mêmes qui avons géré ONA. Et nous connaissons qu'il y a des ordres qui fait dans ONA dans les années passées. Ça, c'est de l'autre côté que l'État est capable d'intervenir. Au Fatma, bon, il fait effort dans au Fatma. Encore, a fait transport en commun. Côté un système, pas parler de acheter 20 autobus pour. Quand vous m'entendez directeur et m'entendez chef syndicaliste et monsieur et transport, monsieur parle très bien. Son système que nous avons besoin, c'est pas on fait de ajouter autobus, non parce que ou ajouter 5 autobus, il pas craser. Ce système nous pas mettre en place. Système de santé, système d'écolage, ce sont des systèmes et c'est ça le rôle du gouvernement qui n'a pas joué ce rôle là. Donc ça veut dire que un réel danger si on tel mouvement à poursuivre pour nous risquer quand même perdre du emploi que nous avons là jeudi dans le secteur de la sous-traitance. Oh, très sérieusement, très clair, parce que ça qui fait là, c'est pas un mouvement syndical dans le vrai sens du terme. Côté un syndicat qui a un problème avec un patron de factory et puis il fait menaces, la négociation avec médiateur, ensuite dans l'affaire sociale, ensuite il fait grève, c'est comme ça que ça fait, mais avec un factory, mais mouvement ça qui fait là côté, vous voyez, forcer mon yo sortir dans factory, prendre la rue, etc. Sont l'autre bagaille que lié, sont même pas dire son révolution, bon disons que son révolte, mais qu'on y a effet pour gagner, c'est clair que je dis à m'chita là, m'a regardé, mais ouais que m'obligé à revisiter, revoir tout effort qu'a fait là. Est-ce que faut me continuer? Est-ce que m'en quitter ça moi-même parce que chaque fois pour faire effort pour venir au Kraseli, quand on connaît en plus de ça, il y a des pays étrangers qui payent moun en Haïti pour faire des ordres et puis moun d'accord pour faire des ordres pour craser propre pays. Et parallèlement quel autre parc qui va l'inaugurer bientôt. Donc quel message vous lancez là? Bon, voilà, nous avons pas la FITO pour nous inaugurer vendredi 26. Par contre, je dis, je ne vais pas répondre. Alors, pour le finir, Georges Sassine, quel message vous êtes capable de lancer aux décideurs et puis aux ouvriers qui prennent la rue aujourd'hui? Mon cher, je ne vais pas faire message. Je ne vais pas un guide. Je ne vais pas un message pour me on regarde dans notre fort intérieur pour si c'est vrai ou sont haïtiens. Et du fait qu'on soit haïtien, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des sensibilités vis-à-vis l'autre compatriote nous. Pour si on haïtien a souffert, il faut même sentir souffrance dans tout autant nous pas comprendre ça, que pas aucun monde qui est capable de sauver pour compte c'est nous pour sauver nous tous ensemble, ou bien nous tous n'a péri ensemble. Merci beaucoup, Georges Sassine, le président de l'ADI, du fait que tu es pas là avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, Rothschild. Et excusez-moi si me paraît un petit peu très sombre, mais c'est parce que ça qui a fait là inquiétement pile, très inquiet parce que nous sommes déjà passés par là et nous avons des résultats qui sont catastrophiques. Donc tout effort ça que nous sommes fait là les 10 dernières années et puis moi que peut-être que tout poil rebroter encore dans la ravine, donc très inquiet. Comme annoncé, le professeur Ronnie Desroches de l'initiative de la société civile est l'un des invités à notre émission aujourd'hui. On va parler notamment des 100 jours de l'administration Moïse Lafontaine. Monsieur Desroches, bonsoir. Bonsoir Rothschild, bonsoir aux auditeurs et auditrices de RFM. Alors, monsieur Desroches, juste avant de parler des 100 jours de l'administration Moïse Lafontaine, au niveau de la société civile, qu'est-ce que vous faites comme travail aujourd'hui? Bon, il faut dire que au cours de ces derniers mois, dernières semaines, on a beaucoup travaillé au niveau de l'éducation civique. Vous savez que nous avons préparé un ouvrage d'éducation civique qui s'adresse non seulement aux élèves du secondaire, mais aussi aux groupes, aux associations de jeunes, de femmes, de paysans et autres. C'est un ouvrage qui est bilingue, français et créole. Alors, nous avons été dans plusieurs départements, n'est-ce pas, du pays, dans la Grand'Anse, dans le sud, dans le nord, l'Artibonite. Nous avions promis à plusieurs groupes de la société civile d'animer des sessions de formation en éducation civique. C'est ce qui nous a occupés pendant ces dernières semaines. Et aussi, nous sommes en train de préparer de nouveaux projets et pour, n'est-ce pas, continuer le dialogue public-privé sur la réforme des finances publiques, parce que nous avons fait un travail dans ce sens l'année dernière dans plusieurs départements du pays et nous avons vu qu'il y avait un gros intérêt
pour ces informations sur les réformes qui se font. Donc, on est en discussion avec certains responsables de ces réformes pour voir dans quelle mesure on peut toucher les départements qui n'ont pas été touchés. Et par exemple, l'année dernière, en juillet dernier, ceux qui avaient bénéficié de ces formations souhaitaient qu'on ait une session au moins une fois par année pour faire le point, pour voir ce qui a été fait au cours de l'année et dans quelle mesure il y a eu évolution et tout cela. Donc, on travaille. Et puis aussi, au niveau de l'initiative de la société civile, lors de notre dernière rencontre avec nos membres, il y a un thème qui a été proposé pour nos réflexions, c'est comment dynamiser l'économie haïtienne. Donc, on travaille là-dessus parce qu'on aimerait avoir une réflexion sur la question, non seulement pour réfléchir, mais aussi pour voir dans quelle mesure on peut aider, n'est-ce pas, dans la dynamisation de l'économie, parce que, et je crois que c'est le problème numéro 1 de ce pays, nous avons une situation économique extrêmement difficile, et s'il n'y a pas de création d'entreprises, création d'emplois, même les acquis sociaux ou politiques que nous avons, nous risquons de les perdre à cause d'une situation économique catastrophique. Le professeur Orny Desroches, concernant les 100 jours de l'administration Moïse Lafontaine, quel bilan vous-même vous tirez de ce gouvernement? Bon, écoutez, moi personnellement, ce sur quoi, n'est-ce pas, j'ai en quelque sorte focalisé un petit peu mon attention parce que ça correspondait un petit peu à mes attentes, n'est-ce pas, c'est sur la question économique, n'est-ce pas, parce que, et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons besoin de créer des emplois dans ce pays, nous avons besoin de croissance économique. Bon, comme j'ai vu que le président semble s'intéresser beaucoup à cela, j'ai vu qu'il cherche à collaborer avec les entrepreneurs de la sous-traitance pour créer un certain nombre d'emplois dans ce pays. J'ai entendu parler de 20 à 40 000 emplois possibles dans les 2 ou 3 prochaines années, n'est-ce pas, si cela se manifestait, parce que souvent nous avons eu des gouvernements qui ont regardé de haut la sous-traitance, etc. Bon, je pense que c'était une erreur, parce que, et moi je préfère voir, n'est-ce pas, les gens travailler, même si les salaires ne sont pas intéressants, plutôt que, n'est-ce pas, à se retourner les pouces, à ne rien faire, ou bien avoir 2 ou 3 mangues, n'est-ce pas, sur la chaussée à vendre pendant toute une journée. Et donc, je pense que si il continue dans cette direction, n'est-ce pas, à collaborer avec les entrepreneurs, peut-être que l'on peut créer un certain nombre d'emplois qui sont vraiment indispensables aujourd'hui dans cette situation où nous sommes. L'autre chose que j'ai remarqué également, bon, son intérêt pour l'agriculture. Nous avons, n'est-ce pas, une situation d'insécurité alimentaire sévère dans ce pays. Plus de 25% de la population, n'est-ce pas, est en situation d'insécurité alimentaire. Nous importons énormément de l'étranger, que ce soit de la République dominicaine ou bien des États-Unis. Je crois que donner un signal fort pour mettre en valeur l'agriculture, pour mettre en valeur des terres, c'est une bonne chose. Et j'étais à Saint-Marc il y a à peu près une semaine et je causais avec quelques agriculteurs qui me disent, bon, les terres qui ont été touchées par cette caravane sont des terres qui sont des terres très fertiles, et que si effectivement on permet, n'est-ce pas, des canalisations, de laisser passer l'eau pour arroser ces terres, c'est une bonne chose. Bon, maintenant, est-ce que ceci s'inscrit dans le cadre d'un programme agricole? Bon, on n'a pas encore véritablement et tous les éléments pour nous permettre d'apprécier. J'espère que c'est le cas, mais en tout cas, envoyer un signal pour dire que l'agriculture est importante. Aujourd'hui, nous avons des tas de jeunes qui ont hérité de leurs parents quelques carreaux de terre, qui préfèrent les vendre pour acheter une motocyclette, etc., etc. Bon, je crois qu'il faut un retour vers l'agriculture, et ceci est important. Et maintenant, j'espère que ce n'est pas simplement de la communication. J'espère qu'il y a, n'est-ce pas, un projet derrière tout cela.
Autre chose positive que je pourrais peut-être signaler, nous avons vu les négociations qui ont été, n'est-ce pas, faites sur la question du carburant, n'est-ce pas. Je sais que c'était un problème extrêmement délicat, n'est-ce pas, parce que l'État est en train de perdre énormément d'argent chaque mois en subventionnant la gasoline, le diesel et autres. Maintenant qu'ils sont arrivés à un compromis, qu'ils sont arrivés à une solution qui semble être acceptée, je pense que c'est une bonne chose et j'espère que on va aussi apporter quelques compensations aux petites bourses, parce que quand même, il n'y a pas de doute, il y aura quand même une augmentation du coût de la vie à cause de cela. Eh bien, il faut qu'il y ait quelques programmes sociaux au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, qui permettent, n'est-ce pas, aux petites bourses, n'est-ce pas, et ne pas trop souffrir des conséquences de cette augmentation qui, semble-t-il, n'est pas terminée, qui va continuer encore à chaque arrivage ou chaque mois, je ne sais pas. Ce sont les points positifs. Maintenant, il y a quand même un certain nombre de points d'inquiétude et de soucis, n'est-ce pas. On n'a pas toujours l'impression que tous les choix qui ont été faits, que ce soit au niveau des ministères, etc., aient été suffisamment bien pensés. Parce que quand même, quand on doit gérer un ministère ou bien une direction générale ou bien une institution d'État, il faut avoir quand même une certaine expérience de l'administration publique. Il faut quand même connaître les gens, être connu aussi, n'est-ce pas? Il faut des gens qui aient une certaine influence au sein de la société, etc. Moi, il y a beaucoup de gens que je ne connais pas, je ne prétends pas connaître tout le monde, n'est-ce pas? Mais j'ai entendu beaucoup de doutes émis, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, la compétence de certaines personnes qui ont été nommées souvent par favoritisme. Ou par népotisme, parce que c'est l'ami, c'est, n'est-ce pas, le partisan de tel ou tel parlementaire, etc. Donc, je crois que le pays est dans une situation économique, dans une situation, n'est-ce pas, de déficit en matière de gestion, telle que il faut des gens très compétents pour arriver à des résultats, d'accord? Et je pense qu'on ne peut pas s'amuser à nommer, n'est-ce pas, à faire des nominations inconsidérées ou des nominations qui ne reposent sur aucun critère sérieux, etc. Donc là, ça me donne quelques doutes, quelques inquiétudes sur la capacité de délivrer, n'est-ce pas, du gouvernement. Bon, j'espère que je me trompe et que peut-être ce sont des valeurs qui étaient inconnues jusqu'ici et qui vont se révéler. En tout cas, je le souhaite pour le gouvernement, n'est-ce pas? Et puis bon, ce que l'on sent, c'est que il y a une agitation, n'est-ce pas, qui commence très tôt, n'est-ce pas, que ce soit au niveau de l'éducation. On a vu, n'est-ce pas, les professeurs, les enseignants en grève, les étudiants dans les rues, tout ça. Donc ça veut dire que, peut-être que le gouvernement ne bénéficie même pas encore d'un temps de grâce, véritablement. Les pressions commencent très, 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 très tôt. Et donc ce qui signifie que il faut que le président, le Premier ministre, n'est-ce pas, qu'il s'entoure de gens qui connaissent bien le pays, qui connaissent, n'est-ce pas, les différents secteurs pour bien le conseiller, parce que quand même, il faut reconnaître que M. Moïse est surtout un entrepreneur, c'est pas un homme du sérail politique. Il faut quand même qu'il s'entoure afin de pouvoir gérer ce pays qui, comme on le sait, n'est pas très facile. Alors, professeur Onidéange, comment vous voyez le style Jovenel Moïse, le style du président de la République? Bon, d'après ce que l'on dit, c'est quand même un rude travailleur. C'est un monsieur qui travaille beaucoup,
n'est-ce pas? Il semble-t-il travaille de longues journées, etc. Et bon, c'est une très très bonne chose, mais encore faut-il qu'il fasse vraiment ce qu'il doit faire lui, n'est-ce pas? C'est-à-dire peut-être faire les contacts nécessaires, parce que le président a un gros travail de relations publiques, n'est-ce pas? Il a un gros travail en matière de diplomatie également avec la communauté internationale, parce que c'est l'un des dossiers où le président joue un rôle important. J'espère que ses contacts avec la communauté internationale sont bons, n'est-ce pas, qu'il est apprécié, parce que c'est une de ses fonctions importantes, et qu'il est en contact aussi avec les différents secteurs, même les secteurs de l'opposition, les secteurs, n'est-ce pas, de l'économie. Vous voyez, qu'il discute avec eux, qu'il écoute aussi ce que disent les gens, parce que quand même, après tout, c'est un homme qui n'a pas une longue expérience politique, parce qu'il faut savoir écouter, n'est-ce pas? Il me donne l'impression d'un homme très pressé, n'est-ce pas? Mais et il faut qu'il prenne aussi le temps de bien écouter, le temps de bien réfléchir, pour mener le pays à bon port, et parce que cette mer politique est une mer souvent démontée. Alors, concernant les contacts avec les groupes sociaux, les groupes de la société civile, les partis politiques, est-ce que vous avez quand même des informations? Est-ce que le président vous a contacté, le palais, pour des rencontres, etc., sur les sujets d'importance? Bon, je dois dire que nous n'avons pas eu beaucoup d'occasions de le rencontrer, ni de rencontrer le Premier ministre, tellement, bon, il y a eu des invitations, mais c'était pour des cérémonies, n'est-ce pas, d'installation d'une commission pour la reconstruction du palais, ou bien pour la mise en place d'une commission, n'est-ce pas, de supervision des médias, quelque chose de ce genre, etc. Bon. Une fois on a pu aller, une fois on n'a pas pu y aller, etc. Mais en termes de discussion, n'est-ce pas, sur les problèmes du pays, etc., il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, n'est-ce pas, d'échanges et de concertation, n'est-ce pas, parce que ne serait-ce que pour écouter, n'est-ce pas, les doléances et tout ça. Bon, naturellement, nous autres, au niveau de la société civile, c'est aussi notre rôle de faire des plaidoyers, n'est-ce pas? On n'attend pas que l'on soyons sollicités, certainement. On se prépare aussi à faire entendre notre voix, ou bien à solliciter aussi des rencontres pour faire connaître notre point de vue sur certaines questions. Mais j'ai pas senti, n'est-ce pas, une ouverture véritablement vers la société civile. Il y a peut-être eu un peu plus d'ouverture vers le secteur privé des affaires, etc., mais pas tellement au niveau de la société civile. En tout cas, d'après ce que moi-même j'ai vécu, ou bien ce que d'autres collègues de la société civile, n'est-ce pas, prétendent. Alors, Monsieur Desrosiers, il y a beaucoup de préoccupations en ce qui concerne cette crise sociale, avec, vous venez de parler quand même de ces mouvements de protestation, ces professeurs, les ouvriers, etc. Donc, on sent qu'il y a vraiment quelque chose sur le plan social, vraiment, ça pose problème. Donc, il y a un problème au niveau social. Est-ce que cette préoccupation, vous la ressentez aussi? Ah oui, je suis très préoccupé. Bon, enfin, on l'a senti déjà à la fin du gouvernement de Martelly et après le gouvernement de Martelly, dans le secteur de la santé, par exemple. Il y a un vrai problème au niveau de la gestion des hôpitaux, au niveau des budgets, n'est-ce pas, dont dispose, n'est-ce pas, le secteur social, particulièrement au niveau de la santé. Et ce que l'on remarque, c'est que ce sont des secteurs qui étaient très soutenus par la communauté internationale au cours des années précédentes. Or, l'aide internationale est en train, n'est-ce pas, de se réduire à une peau de chagrin actuellement. Donc, ce qui signifie que ce sont autant de dépenses qui devraient être assumées par le trésor public.
Or, le Trésor public est dans une situation extrêmement difficile. Enfin, j'ai entendu le Premier ministre dire que c'est à peine 28%, n'est-ce pas, des recettes qui ont été collectées pendant les 6 premiers mois de l'année fiscale. C'est grave, n'est-ce pas? C'est grave. Donc, ce qui signifie que... En plus de cela, il y a un gros travail à faire pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop d'abus, n'est-ce pas, dans ces secteurs. Le secteur de l'éducation, par exemple. Bon, moi, j'ai lu dans les journaux qu'il y a près de 10 000 professeurs, enseignants, n'est-ce pas, qui émargent, n'est-ce pas, au budget national, mais qui ne travaillent pas. D'accord? Et on sait qu'il y a une grosse pratique de proposition de personnes et comme enseignants dans le secteur de l'éducation et des gens qui ne donnent aucun service à l'État. Et on le fait pour plaire à tel parlementaire, pour plaire à tel partisan, etc., etc. Donc, il y a là un vrai problème. Donc, il y a un travail d'inventaire extrêmement important à faire. Il y a un travail à la limite, d'épuration à faire aussi pour débarrasser l'administration publique d'éléments qui gênent, n'est-ce pas, et qui sont en trop. Vous voyez, bon, je ne dis pas qu'il faille mettre les gens au chômage, mais s'ils ont quelques compétences, il faut les utiliser ailleurs, mais non pas pour toucher, n'est-ce pas, un salaire sans donner une prestation quelconque. Donc, il y a vraiment un très sérieux problème. Et c'est pour cela que je crois que le gouvernement et le président, etc., devraient se pencher sur ces dossiers. Parce que ce sont de véritables bombes qui peuvent vous éclater au visage sur le plan politique. Et ça fait mal, hein. Ça fait mal. Donc, il faut vraiment se pencher sur ces problèmes et il faut réfléchir sur l'utilisation des deniers publics, l'utilisation des finances publiques. Apparemment, le gouvernement semble vouloir réduire le train de vie de l'État, n'est-ce pas? Bon, c'est certain qu'il y a du gaspillage. Je crois qu'il faut faire la chasse au gaspillage, à des dépenses somptuaires, inutiles, etc. C'est vrai qu'il faut le faire sans bloquer l'administration publique, bien entendu, et n'est-ce pas, mais je crois que la gestion du budget, l'exécution du budget va demander énormément de droiture et de rigueur. J'espère que le Premier ministre, le ministre des Finances, le ministre de la Planification, soutenu par le président, n'est-ce pas, s'apprête à le faire. Parce que cette crise sociale peut quand même faire dérailler tout le processus. Ah, définitivement, parce que lorsque vous avez... Et surtout, ce sont des grèves, par exemple, quand je vois la grève des enseignants qui vient à quelques jours, n'est-ce pas, les examens officiels, d'accord, imaginez que ceci arrive en pleine période d'examen officiel, etc., donc ça peut perturber sérieusement une année scolaire. J'espère que les enseignants sauront faire la part des choses, n'est-ce pas, revendiquer, et c'est leur droit, puisqu'il y a des gens qui travaillent qui ne perçoivent pas le salaire. Il y a certainement des ajustements à faire, mais je crois que dans tout ceci, il faut quand même préserver le bien commun, n'est-ce pas? Il faut préserver l'avenir des élèves, l'avenir du système et savoir à quel moment faire des revendications et le niveau de revendication qu'il faut faire. Donc pour terminer, donc, selon vous, professeur Desroches, le gouvernement doit vraiment bien gérer ces problèmes sur le plan social qui affectent aujourd'hui le pays, ces crises sur le plan social. Ah oui, définitivement, sur le plan social, sur le plan du travail aussi, hein, qui est un élément du social, n'est-ce pas? Bon, la sous-traitance, c'est un domaine qui peut aider à créer des emplois, il n'y a pas de doute, mais là encore, il faut un dialogue avec le milieu syndical, un dialogue avec les ouvriers, pour qu'ils puissent comprendre que le pays a intérêt à quand même créer un certain nombre d'emplois, que parfois ce sont des emplois qui sont pas très bien rémunérés, qui sont un peu précaires,
mais qu'il vaut mieux avoir ça que de ne rien avoir du tout, parce qu'à ce moment-là, ce sera encore plus grave. Donc, je crois que il y a beaucoup à faire, beaucoup de réflexion, et il faut surtout une bonne coordination entre les ministères, n'est-ce pas, aussi bien les ministères qui sont dans le secteur social que les ministères qui sont dans le secteur de l'économie. Alors, merci beaucoup, professeur Nideros, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous, toujours un plaisir, Rothschild. Alors, comme annoncé, nous avons avec nous aujourd'hui Madame Dominique Attias, maître Dominique Attias, qui est la vice-bâtonnière de l'ordre du barreau de Paris, qui était en Haïti dans le cadre de la Saint-Yves. Madame Attias, bonsoir. Bonsoir. C'est un vrai bonheur pour moi d'être ici. C'est la deuxième fois que je viens et c'est toujours le même plaisir et la même fascination pour Haïti et le dynamisme de son barreau. Alors, je rappelle que vous êtes la vice-bâtonnière du barreau de Paris. Je suis donc la vice-bâtonnière du barreau de Paris, en charge de tout l'international. Donc, je sillonne le monde, mais Haïti fait partie de mes priorités, même si c'est un petit peu loin de Paris. Oui, parce que j'ai vu quand même, quand vous avez été choisi, vous avez dit très clairement que l'international sera l'une de vos priorités. C'était une de mes priorités et c'est toujours une de mes priorités jusqu'à la fin de l'année, puisque le mandat se finit à la fin de l'année. Et c'est absolument passionnant de rencontrer les confrères et les consoeurs de barreaux étrangers. On se rend compte que nous avons la même colonne vertébrale, c'est-à-dire l'accès aux droits, notamment des plus démunis, les libertés, les droits de l'homme et donc les droits humains, on va dire, puisque c'est aussi les droits de la femme, et aussi, bien entendu, l'accès aux droits pour tous. Alors, maître Dominique Attias, parlez un peu de la situation en ce qui concerne le barreau de Paris. Vous avez combien de membres, etc. Comment ça fonctionne? Alors, nous sommes 30 000 avocats au barreau de Paris, donc que Paris. Et pour toute la France, c'est 64 000. Donc, on peut dire qu'on a énormément d'avocats à Paris, avec des cabinets très différents, des grosses structures internationales, mais aussi des cabinets individuels, des hommes et des femmes avocates qui défendent et qui essayent de gagner leur vie, avec un peu de difficulté en ce moment, puisque nous sommes aussi touchés par la crise économique. Alors, le mode de fonctionnement du barreau de Paris, donc vous avez tous ces membres, comment ça fonctionne? Alors, nous avons donc un conseil de l'ordre, d'abord un bâtonnier et une vice-bâtonnière. Nous sommes élus ensemble et nous avons chacun des fonctions différentes qu'on s'est réparties et un conseil de l'ordre de 42 membres, parce que nous avons quand même aussi 200 salariés à l'ordre. C'est une vraie entreprise et on peut dire un boulot à plein temps pour le bâtonnier et la vice-bâtonnière. Donc, ça dure 2 ans. Ça suffit pour nous, parce que nos cabinets n'existent plus. Pendant ces 2 années, on se consacre à nos confrères et nos consoeurs, puisque notre slogan pour être élu, c'était « Libre pour servir ». Alors, Madame Dominique Attias, comment fonctionne le barreau de Paris dans un pays développé comme la France? Donc, il fonctionne avec des règles déontologiques strictes, puisque nous sommes très nombreux et que nous devons être exemplaires vis-à-vis des citoyens. Nous avons aussi nous avons 2 assistantes sociales pour aider les avocats et les avocates en difficulté. Nous avons donc ces 42 membres du Conseil de l'ordre qui sont bénévoles et qui consacrent, on peut dire, la moitié de leur semaine à s'occuper des avocats et des avocates, avec des instances de discipline assez importantes aussi, puisque vous savez qu'on peut être saisi par le procureur de la République, que les confrères qui ont été condamnés éventuellement ont la possibilité d'aller en appel, devant la cour d'appel, devant des magistrats, que nous avons donc aussi des commissions de conciliation, parce que les avocats se bagarrent aussi quelquefois entre eux, et que nous réussissons, grâce à la médiation, à mettre 92% des confrères d'accord, alors que mettre des avocats d'accord, quelquefois, c'est pas facile, mais on y arrive. Et nous avons des conseils de l'ordre tous les mardis après-midi, toutes les semaines, car nous avons beaucoup d'affaires à traiter. Alors, est-ce que ça joue la politique, parce que quand même, vous êtes de différentes couleurs politiques? Alors, bien évidemment, nous sommes de différentes couleurs politiques, mais je dois vous dire qu'au moment des élections, nous avons quand même fait un communiqué avec le Conseil de l'ordre pour appeler les avocats à penser aux libertés républicaines et aux libertés portées par l'Europe. Donc, nous n'avons pas
stricto sensu, pris parti, mais l'avocat un peu intelligent, et tous les avocats sont intelligents, ont quand même, j'espère, compris le message. C'est un appel à voter Emmanuel Macron. Si vous le dites, ben oui. Alors, quand vous êtes dans un pays comme la France, c'est un vieux pays, un pays développé, quels sont les défis auxquels se doivent confronter les avocats du barreau de Paris ? Alors, le vrai défi, c'est d'abord l'accès au droit pour tous, parce que vous savez que même si on dit qu'on a des permanences, mais les citoyens ne connaissent pas tant leurs droits que ça. Donc c'est un des travaux de l'avocat de faire connaître le droit et de donner un accès au droit. C'est aussi, puisque c'est un de mes combats, d'assister et de protéger et de défendre les jeunes. La justice des mineurs est pour moi un des sujets importants. Nous avons énormément à la fois des mineurs, ce qu'on appelle non accompagnés, donc qui arrivent de pays différents tout seuls, quelquefois très jeunes. Donc, vous savez qu'en Europe, il y a 10 000 jeunes qui ont disparu des radars, qui sont probablement pris dans de la traite ou de la prostitution, etc. Donc, un vrai travail auprès de tous ces jeunes. Nous avons aussi un travail pour montrer que l'avocat peut intervenir dans tous les modes alternatifs de résolution des litiges. L'avocat n'est pas là que pour le procès. Il est là c'est un médiateur dans la société, pour apaiser les conflits, et on dit toujours qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Donc nous travaillons beaucoup sur ces modes alternatifs, la médiation, pour les sociétés, l'arbitrage. Donc c'est un gros travail que nous avons à faire aussi. Bref, un travail dans une société en crise de valeurs. Donc nous devons être exemplaires. L'éthique, on dit qu'un avocat, c'est un entrepreneur éthique. C'est-à-dire gagner sa vie, ce qui n'est pas évident, respecter nos collaborateurs, ce qui est indispensable, essayer de donner un peu plus de place aux femmes, car maintenant dans les barreaux, en tout cas à Paris et dans toute la France, 54% des avocats sont des avocates. Et pourtant, elles ne sont pas encore au poste de direction. Les femmes et les femmes avocates ont un combat à mener encore en France. Donc, pourquoi selon vous ? Donc, bien évidemment, pour moi, c'est un des sujets que je porte haut et fort. Nous attendons avec impatience de voir si notre président de la République va nous donner un ministère du droit des femmes. Il s'était engagé à le faire. Pour le moment, on ne voit rien à l'horizon. Donc, s'il le faut, nous reprendrons le combat. L'avocat et l'avocate sont des porteurs pour les libertés publiques qui sont mises en danger dans le monde, notamment à cause du terrorisme. Les avocats et les avocates sont là pour défendre les concitoyens et leurs libertés. Alors, en Haïti, on confronte ce problème énorme, ce phénomène qu'on appelle la détention préventive prolongée. Nos prisons sont bondées, vraiment, l'univers carcéral est extrêmement dramatique en Haïti. Comment, selon vous, comment vous avez pu résoudre ce problème en France, dans d'autres pays que vous avez visités ? Mon cher ami, nous ne l'avons pas résolu en France, et nous avons honte en France de la situation de nos prisons qui est scandaleuse. Nous avons une population carcérale de 70 000 personnes pour 50 000 places. Eh oui, donc des surpopulations dans des quantités d'établissements de 120, 200% quelquefois. Donc c'est un des sujets sur lesquels on se bat. Beaucoup de détentions provisoires, inadmissibles puisque c'est la présomption d'innocence. Donc beaucoup de travail. La France doit aussi balayer devant sa porte. Les avocats sont à la pointe du combat. Nous avons à l'heure actuelle l'Observatoire international des prisons. C'est une femme qui est présidente et qui est très active. Les avocats du monde doivent s'unir car la situation carcérale dans de très nombreux pays dans le monde est absolument scandaleuse. Scandaleuse, et je pèse mes mots. Nous avons aussi un grand combat à mener pour aider les avocats dans certains pays qui sont pas menacés de mort, tués tous les jours, en Amérique du Sud, en Chine, en Iran. Vous savez que la peine de mort est de plus en plus rétablie, soi-disant à cause du terrorisme. C'est un recul pour une société. La peine de mort n'est pas dissuasive, c'est prouvé. Et pourtant, maintenant, de nouveau, on tue même des enfants en Iran.
même des enfants, sont pendus tous les jours. C'est vraiment inacceptable. Alors, donc, selon vous, les avocats haïtiens devraient peut-être se fédérer, faire chorus pour qu'on trouve une solution à ce problème de détention préventive prolongée. Mais les avocats haïtiens, et je ne doute pas que le barreau, et nous unirons nos efforts, feront quelque chose et font certainement déjà quelque chose pour cette histoire de détention préventive. Je pense que les avocats et les avocates à Haïti ont un rôle très important à jouer et c'est ce que le bâtonnier Stanley Gaston veut faire, c'est-à-dire que les avocats, par leurs compétences, par leur formation, par leur engagement, doivent être un emblème dans la société haïtienne. Je pense que vous êtes un pays où vous ne baissez jamais les bras. C'est ça qui est formidable. C'est que vous pourriez être déprimé et quand on met les pieds sur le sol, on sent quand même une grande envie et une grande joie de vivre. Ça, la résilience du peuple haïtien, la résilience des avocats et des avocates haïtiens est votre force que rien ne pourra abattre. Là aussi, vous êtes pour nous quelquefois qui nous plaignons, alors que nous sommes des privilégiés malgré tout. Vous êtes des exemples à suivre et c'est pour ça que c'est un bonheur de venir à Haïti parce que même si c'est loin, on repart et je repars complètement boosté pour faire passer un message de dire dans des endroits du monde qui semblent être dans des îles où il y a eu des difficultés, les avocats sont debout, les avocates sont debout et ne baissent jamais les bras. Alors, Madame la vice-bâtonnière du barreau de Paris, l'accent a été mis cette semaine dans le cadre de la célébration de la Saint-Yves sur la question des investissements. Et comment vous y arrivez en France, notamment les avocats? Quel rôle jouent-ils? On sait qu'en France, quand même, c'est pas facile, quand même, ce pays avec beaucoup de manifestations, les syndicats qui sont hyper puissants. Comment vous y arrivez? Alors, je crois que l'avocat a un rôle majeur auprès des entreprises, alors qu'elles soient grandes ou petites, que ce soit une micro-entreprise, c'est-à-dire une personne, ou des grosses entreprises. Pourquoi? Parce que d'abord, par sa formation et sa déontologie, l'avocat est là pour conseiller. L'avocat n'est pas là que pour les procès. L'avocat est là pour monter des sociétés. L'avocat est pour conseiller quelle est la meilleure structure pour monter sa société. Et l'avocat, par le fait qu'il est contrôlé par son bâtonnier et qu'il a une déontologie forte, est aussi une protection, notamment pour les grandes entreprises. Ça n'est pas possible de laisser maintenant des grandes entreprises dans des pays en voie de développement détruire l'environnement, mettre en difficulté les populations. Un jour, ces entreprises paieront. Et le rôle de l'avocat est de les conseiller en amont, pas lorsque les catastrophes sont arrivées. C'est ce qu'on appelle la responsabilité sociale et sociétale de l'avocat et la responsabilité sociale des entreprises. L'avocat est un entrepreneur éthique qui a un rôle fondamental à jouer auprès des entreprises, car maintenant les entreprises dans le monde, c'est aussi l'image. Et maintenant, c'est aussi grâce aux réseaux sociaux, une manière de faire connaître des catastrophes que ces entreprises peuvent faire dans le monde, et notamment auprès de populations qui en subissent les conséquences. L'avocat a un rôle majeur à jouer à ce niveau-là. Je pense que c'est ça aussi un des challenges, un des défis que vous avez dans vos pays où vous allez avoir des entreprises qui vont venir heureusement investir. L'avocat est là pour conseiller, mais l'avocat est là aussi pour veiller au bien-être des populations du pays dans lequel il vit. On n'est pas des philanthropes. C'est un vrai job, car si on évite ensuite à des entreprises des grosses pénalités, et évidemment que les populations souffrent, c'est gagnant-gagnant. Et c'est l'avocat qui a ce rôle. Alors en France, vous êtes numéro 5 mondial. La France, c'est la 5e puissance économique mondiale. Mais comment faire l'équilibre pour un pays comme Haïti qui a besoin de ces emplois, qui a besoin de cette création de richesse? Comment faire l'équilibre selon vous sur le plan légal? Parce qu'effectivement, le côté social des entreprises, c'est extrêmement important aujourd'hui. Comment faire l'équilibre? Je pense que faire l'équilibre, alors c'est par la formation et la compétence. Je pense que les entreprises doivent d'abord s'adresser aux avocats locaux qui connaissent les problématiques, qui ont leur réseau. Parce qu'on sait monter une entreprise, il faut aussi connaître comment ça se passe dans le pays et qui en même temps connaissent la culture. On ne peut pas faire fi de la culture d'un pays, autrement ça se retournera contre vous. Donc je pense que les entreprises maintenant, même si dans un premier temps peut-être qu'elles ne sont pas très contentes des conseils que peuvent donner l'avocat, mais si celui-ci lui explique la plus-value, la valeur ajoutée
de prendre en compte notamment la culture du pays pour se faire accepter par les populations, pour éviter des problèmes sociaux, pour éviter des problèmes environnementaux, pour éviter peut-être un jour d'être viré du pays. Je pense que l'avocat, parce qu'il sera compétent, sera écouté par les entreprises. Et donc là aussi, c'est à la fois permettre à des investisseurs de venir et à la fois permettre justement à l'avocat d'avoir toute sa place dans la société. Alors pour terminer, Madame Dominique Attias, vice-bâtonnière du barreau de Paris, quel message pour les jeunes avocats haïtiens? Vous les avez côtoyés durant votre visite en Haïti. Est-ce que vous êtes quand même satisfaits? On peut dire en bilan positif? Le message que je leur dirai, continuez à être ce que vous êtes. Vous êtes d'abord partie du peuple d'Haïti. Vous devez continuer à vous former avec la même passion que vous avez et que je constate. Vous êtes. Et vous devez être les futures élites de ce pays qui doit pas de corruption, de la compétence, garder sa culture, c'est très important, et se tourner vers les autres et notamment vers toutes ces populations qui attendent d'avoir à leur côté des avocats et des avocates compétentes, formées et passionnées. Donc le barreau de Paris sera toujours disponible pour coopérer avec le barreau de Port-au-Prince pour aider notamment les jeunes. Nous serons toujours disponibles avec bonheur. Parce que la disponibilité, c'est aussi l'échange. Et parce que vous nous apportez énormément. Et je repars effectivement avec ma valise pleine de bonheur, pleine d'idées et pleine d'échanges à venir. Petite question politique. Vous avez un nouveau président, un nouveau Premier ministre en France. Quelles sont vos attentes, Madame Dominique Attias? Que tous les vieux crocodiles s'en aillent et que les jeunes puissent faire tout ce qu'ils ont envie de faire et que nous allions vers un avenir radieux, serein, même s'il est difficile. Encore une fois, merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie. C'est donc la fin de l'émission Enjeu. Merci de l'avoir suivi. On a eu 3 invités aujourd'hui. Tout d'abord, le président de l'ADI, M. Georges Sassine, le responsable de l'ISL, le professeur Ronnie Desroches, et la vice-bâtonnière du barreau de Paris, Maître Dominique Attias. Cette émission sera rediffusée à 4h sur RFM 104.9, rfmhaiti.com, mais aussi sur TuneIn Radio. Bon dimanche à tous et à toutes. Au revoir. Tous les dimanches, 1h-2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmhaiti.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h-2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous.